Alors, bon matin à tous. Alors, merci d'être en grand nombre à ce sujet qui est fort intéressant. On a eu un petit stress, là. Il y avait un petit peu moins d'inscriptions à la fin mars, mais comme on a un comité assez actif, on a réussi c'était hier, Diane me disait qu'il y avait 60 personnes qui sont inscrites en ligne et 29 en présence. Alors, donc, je pense que on a fait un bon travail. Alors, je voulais pas te mettre de stress, Olivier. Alors donc, j'espère que tout le monde, pour les comptables, se sont remis de la fameuse période des impôts, qui devient de plus en plus pénible, je crois. Alors donc, reprenons notre souffle un peu avec un sujet tellement passionnant qui concerne les déclarations qu'il faut faire lorsqu'on fait des transactions. Donc, en premier lieu, je voudrais remercier notre commanditaire qui nous permet évidemment de faire ces rencontres. Pour nous, c'est des déjeuners. Alors, Manuvie est toujours un partenaire important avec nous. Je vais y aller avec la présentation de Olivier Verdon. Alors, Maître Verdon a obtenu son diplôme en droit de l'Université de Montréal en 2013 et est devenu membre du barreau du Québec en 2014. Il a obtenu une maîtrise en fiscalité à l'Université de Sherbrooke. Avant de se joindre au cabinet Starnino-Mostovac en 2018, Maître Verdon a pratiqué en litige en cabinet privé. Il se spécialise en litige fiscal, tant civil que pénal, dans tous les aspects, incluant notamment la négociation avec les autorités fiscales et la représentation devant les tribunaux québécois et canadiens. Alors, Olivier, je te cède la place. Je pense que tu as quand même pas mal de contenu. Oui, effectivement. Merci, André, pour les bienvenue à tous en présence et en ligne. Ça va être, tant mieux s'il y a beaucoup de gens, ça va être le fun de parler à d'autres personnes que des chaises vides. Je donnais un cours à l'Université de Sherbrooke cet hiver devant 2 étudiants, fait que ça va faire du bien d'avoir un public aujourd'hui. Fait qu'on va traiter d'un sujet qui est assez aride, là, mais on va essayer de rendre ça intéressant. On m'a dit que j'avais environ 1 heure, fait que ça va être plus un survol des nouvelles règles et des règles en place en matière de divulgation obligatoire, autant provinciale que fédérale. Et aussi, là, on va parler de quelques autres sujets connexes que je trouvais intéressants, qui sont en lien un peu avec les divulgations obligatoires et les obligations des professionnels quand on fait affaire là, avec nos clients. Donc, ça va être plus de développer des réflexes pour que quand vous ayez en tête une situation puis que vous pensiez que je vous en aurais parlé, bien, vous pourrez penser à moi puis après ça, approfondir un petit peu plus vos recherches. Donc, comme je dis, on va parler des règles fédérales, règles provinciales, puis d'autres considérations. Si on rentre direct dans le sujet, au niveau des règles fédérales, c'est ce qui est nouveau. Il y a eu des règles qui ont été nouvellement mises en vigueur en 2023, qui ont eu pour effet de changer les règles de divulgation obligatoire qu'il y avait déjà en place au Canada. Principalement, là, il y a eu 2 changements qui sont plus majeurs. Le premier changement qui était auparavant, quand on avait une obligation de déclarer une opération, l'ARC demandait à ce qu'il y ait 2 marqueurs présents. On va reparler des marqueurs un petit peu plus tard, mais ce seuil-là a été réduit à 1 marqueur, un peu comme on a au Québec en ce moment. Et il y a aussi une nouvelle catégorie là, des opérations à signaler qui ont été instaurées par l'ARC en 2023. Ça, ce sont des opérations que l'ARC juge avec un potentiel abusif et également là, qui sont dignes d'intérêt pour l'ARC. Donc, l'ARC a sorti il y a quelques mois une liste de 5 opérations qui sont ciblées pour lesquelles il va devoir avoir une divulgation qui soit faite si jamais on rentre là, dans les opérations ou dans des opérations qui sont semblables. Si on commence avec au niveau fédéral, les opérations à déclarer, bien, comme je disais, le seuil a été réduit à 1 seul marqueur. Auparavant, c'était 2 marqueurs qui étaient requis. Les marqueurs, on va les voir un petit peu plus en détail aux prochaines diapositives, mais on parle d'une opération pour laquelle il y aurait eu un engagement de confidentialité,
soit une entente d'honoraires conditionnelle ou une protection contractuelle. Et également, le critère de base, en plus d'un marqueur qui soit présent, il faut que ce soit une opération là, ou une série d'opérations dont l'un des principaux objets est l'obtention d'un avantage fiscal. Donc, même si on était dans une situation où les 3 marqueurs seraient présents, bien, si jamais il n'y a pas un des objets principaux qui est l'obtention d'un avantage fiscal, bien, on ne se retrouvera pas dans une situation où on va devoir déclarer l'opération. Qui doit divulguer? Bien, c'est autant le contribuable que son conseiller. On verra un petit peu plus tard la notion de conseiller, mais cette notion-là inclut aussi là, un promoteur ou une personne avec un lien de dépendance qui a droit à des honoraires. Donc, ça vise des personnes qui sont impliquées dans la mise en place du stratagème fiscal et pas uniquement là, des personnes connexes là, ou des employés subalternes qui n'ont pas vraiment d'implication ou les 2 mains dans la préparation du stratagème. Donc, il y a des exclusions, par exemple, quand c'est du personnel de bureau, du secrétariat, mais ces gens-là n'auront pas les obligations de déclarer les opérations. Même chose si on est face à un employé d'une société qui, si la société déclare, mais à ce moment-là, tous les employés de cette société-là qui auront mis la main à la pâte pour mettre en place l'opération n'auront pas à chacun individuellement déclaré. Là, à partir du moment où la société en haut d'eux déclare l'opération, bien, ça vient les exonérer de remplir le formulaire pour déclarer l'opération au ministre. Au niveau des délais pour déclarer, on parle de quand on va rencontrer une opération qu'on va devoir déclarer ou même chose plus tard quand on va voir les opérations à signaler. Au niveau fédéral, on a un délai de 90 jours à partir de la première de 2 dates. Soit la date à partir du moment où l'opération s'est concrétisée ou soit la date où, selon une entente contractuelle, l'opération devait se concrétiser. Donc, la première des 2 dates va venir partir notre délai de 90 jours. Comme on disait tantôt, c'est des règles qui sont relativement récentes. Les règles ont été mises en vigueur le 21 juin 2023. Donc, la question peut se poser à savoir, oui, mais si j'ai une série d'opérations qui a commencé avant l'entrée en vigueur des règles, mais qui se poursuit après l'entrée en vigueur de ces règles-là, bien, ce que le ministre vient dire, c'est que s'il y a une des opérations qui arrive après le 21 juin 2023, mais cette opération-là va venir déclencher notre délai de 90 jours et notre obligation de déclarer l'opération. Donc, si on s'attarde un petit peu plus longuement aux 3 marqueurs des opérations à déclarer, donc notre premier marqueur, c'est l'engagement de confidentialité. Donc, si dans une entente qu'on a avec un client, il y a une clause de confidentialité qui vise l'avantage fiscal. Donc, il faut vraiment que cette clause de confidentialité-là vise l'avantage fiscal. À ce moment-là, on va cocher le marqueur et on va devoir déclarer notre opération là, en complétant le formulaire qui est prescrit. Donc, ça, il faut vraiment que ça vise l'avantage fiscal. Donc, ça exclut tout ce qui est secrets commerciaux. Là. Ça se pourrait qu'on ait des ententes de confidentialité dans les contrats commerciaux, comme par exemple s'il y a des secrets commerciaux que notre client veut protéger, bien, si ces secrets commerciaux-là ou ces engagements de confidentialité ne visent pas spécifiquement l'obtention d'un avantage fiscal, bien, à ce moment-là, on ne viendra pas cocher le marqueur, là, puis on n'aura pas l'obligation de déclarer une opération simplement parce qu'on a un engagement de confidentialité qui vise autre chose. Donc, de manière générale, quand on a des clauses standards, qui ne visent pas l'obtention d'un avantage fiscal, mais qui sont plutôt des clauses de nature commerciale, bien, on va être exonéré. Là, ça va tomber dans les exclusions au niveau du marqueur de l'engagement de confidentialité. Le deuxième marqueur qui existe, c'est les ententes d'honoraires conditionnels. Donc, si on se retrouve on a une entente avec un client qui est fondée, dont les honoraires sont fondés sur la valeur de l'avantage fiscal qu'on va lui procurer. Comme par exemple, bien, je te mets en place un stratagème qui va te faire sauver 1 million d'impôts, puis toi, tu vas me verser 10 de ce montant-là. Donc, mes honoraires vont être 10 de ce que je vais te faire économiser en impôts au niveau du stratagème que je vais mettre en place. Bien, ça, le ministre n'aime pas ça, puis il va demander à ce qu'on vienne lui déclarer l'opération.
Il y a plusieurs exclusions qui viennent s'appliquer au niveau des ententes d'honoraires conditionnels. Encore là, de manière générale, quand on a des honoraires standards qui sont fondés non sur la valeur de l'avantage fiscal, mais plutôt sur la valeur du travail qu'on vient mettre, donc selon l'expérience du professionnel, par exemple, selon la charge du travail qu'il a exécuté, selon le degré de risque ou selon l'urgence du dossier. Donc, quand les honoraires sont basés sur le travail à faire et non sur l'avantage fiscal qui est procuré à un contribuable, bien, ça va être une exclusion au niveau de l'obligation de déclarer quand il y a une entente d'honoraires conditionnels. Il y a aussi d'autres exclusions qui sont spécifiées par les documents du ministre, à savoir si je suis une institution financière qui prévoit des montants normalisés, à ce moment-là, ce n'est pas directement lié à un avantage fiscal, ça sera correct. Si je suis un préparateur de demande de crédit R&D, à ce moment-là, ça serait correct ou normal ou accepté que mes honoraires soient fondés sur l'importance du crédit à obtenir. Donc, si j'ai un gros dossier d'R&D pour lequel les crédits à obtenir sont importants, bien, mes honoraires pourraient être proportionnels à ce moment-là. Ça ne serait pas lié à un avantage fiscal directement, mais ce serait plutôt lié au travail qui est exécuté dans le dossier. Une petite particularité que j'ai mis au niveau du litige fiscal, je sais que ça nous touche au bureau. Je ne sais pas s'il y a d'autres avocats qui sont en litige fiscal dans la salle, mais au niveau du litige fiscal, s'il y a une clause qui est prévue dans le mandat avec le client à l'effet que, par exemple, dès le début où on vient conclure une opération avec le client, on lui dit dans un contrat, bien, inquiète-toi pas, il y a certains risques à l'opération, mais inquiète-toi pas si jamais ça pète puis qu'il y a des cotisations puis que le ministre refuse le système qu'on a mis en place, le stratagème fiscal qu'on met en place, mais on va te défendre et on établit déjà qu'on va te défendre avec des honoraires à pourcentage. Ça serait refusé et il faudrait déclarer l'opération parce que le ministre n'accepte pas qu'il y ait déjà préalablement à l'émission des cotisations et préalablement au besoin d'un avocat qu'on fasse comme prévenir le bobo en permettant déjà à ce qu'il y ait des frais de représentation à pourcentage qui soient déjà inclus dans une entente. Ça, le ministre ne l'accepte pas. Par contre, à notre niveau, par exemple, nous, on pratique en litige fiscal, ça arrive souvent dans les dossiers où on va prendre des ententes à pourcentage, mais ça, dans la mesure où cette entente à pourcentage-là est conclue après l'achèvement de l'opération ou de la série d'opérations, ça, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème, là, parce on prend une entente avec le client par rapport à des honoraires, mais ces honoraires-là ne sont pas liés à un avantage fiscal. Les opérations ont déjà eu lieu, donc ça, c'est une exception qui est intéressante. Le troisième marqueur, c'est la protection contractuelle. Donc, ça rejoint un peu le point précédent. Donc, dans la mesure où on vient dire à un client, bien, regarde, je te mets en place un stratagème fiscal qui est assez agressif, mais dans la mesure où il y aurait ça accrocherait après ça avec les autorités fiscales, inquiète-toi pas, on va mettre une protection comme quoi on va te défendre à moindre coût ou qu'on va t'indemniser au cas où ça ne fonctionne pas. Mais s'il y a une clause de ce type-là qui est prévue dans notre mandat ou dans le contrat qu'on a avec notre client, bien, il va falloir déclarer l'opération puisque c'est une protection contractuelle qui est liée à un avantage fiscal. Et ça, le ministre demande à ce qu'on déclare ces opérations-là. Il y a aussi certaines exclusions. Bon, comme professionnel, là, on a des assurances professionnelles normales. Donc, évidemment, ces assurances professionnelles-là, standards, ne vont pas déclencher le marqueur. Là, ça a été spécifiquement exclu par le ministre. Et si on a des clauses encore là, commerciales standards, par exemple, je pense à des clauses de rajustement de prix, où ça se peut qu'il y ait des ajustements ou des protections qui soient inclus dans des contrats de nature commerciale, mais que ces protections-là vont non pas viser la non-matérialisation d'un avantage fiscal, mais vont plutôt viser à obtenir des indemnités dans un cas où est-ce qu'il y a des attributs fiscaux qui n'ont pas encore été déterminés avant la clôture ou des cas comme ça, bien, ça va être correct de prévoir là, des protections au contrat de nature commerciale pour protéger le rajustement de prix là, quand
on va avoir là, cristallisé la valeur d'une entreprise, par exemple. On va voir tantôt qu'il y a des pénalités qui sont assez salées, qui peuvent être imposées autant aux conseillers qu'aux contribuables dans la mesure où les obligations de déclarer ne seraient pas respectées. Quel est le fardeau de preuve imposé au ministre ou quelle est la possibilité de se défendre quand on est un professionnel qui est impliqué dans un dossier où il y avait des opérations à déclarer et c'est la même défense qui va être possible quand ça va être des opérations à signaler. On parle d'un fardeau de preuve d'une défense potentielle de diligence raisonnable. Donc, si, comme professionnel, je suis capable de démontrer que j'ai agi de façon prudente, j'ai agi avec soin, j'ai été raisonnable dans les circonstances et qu'une personne placée dans les mêmes circonstances que moi aurait agi de façon similaire, à ce moment-là, on va pouvoir être acquitté là, dans la mesure où, par exemple, on se faisait imposer une pénalité. On pourrait démontrer qu'on a été diligent et à ce moment-là, on pourrait être exonéré là, du paiement de la pénalité si on arrivait à démontrer qu'on a été diligent dans les circonstances. Je pense, par exemple, je n'ai pas vu de jurisprudence spécifique par rapport à cette défense de diligence-là en matière spécifique d'opérations à déclarer ou d'opérations à signaler. Par contre, on pourrait penser à un cas où je suis un employé d'une société. Comme on a vu tantôt, si la société déclare, je n'ai pas besoin, moi, de déclarer. Donc, si comme employé, je m'assure, par exemple, auprès de des supérieurs ou des associés de cette société-là que je fais les suivis, puis la société me confirme, oui, on a déclaré les formulaires, il n'y a pas de problème, tu n'as pas à t'en occuper, puis que j'ai fait des suivis diligents, puis que finalement, on se rend compte que c'est resté sur le bureau d'une secrétaire, puis que ça n'a jamais été envoyé. Bien, moi, comme employé, j'ai quand même fait le nécessaire auprès des associés de la société pour m'enquérir que la société avait déclaré comme prévu. Donc, selon moi, je n'ai pas vu de jurisprudence, mais je pense que dans un cas comme ça, on pourrait faire valoir là, la diligence raisonnable, comme quoi j'aurais agi de façon diligente là, dans des circonstances comme ça. Ce qu'on va voir un peu le mot d'ordre aujourd'hui, puis ça va revenir un peu plus tard, là, mais comme professionnel, c'est sûr qu'on se retrouve avec des potentielles amendes importantes. Puis même, on va voir, là, il y a des infractions pénales qui peuvent être reliées à ça aussi. Fait que c'est sûr que l'important, ça va être de documenter ces dossiers pour être capable de démontrer qu'on a agi de façon diligente, là, puis qu'on a fait les suivis nécessaires. Parce que si on devient négligent dans les dossiers, c'est là qu'on peut se faire prendre dans un détour, là, puis qu'on pourra avoir des conséquences importantes en tant que professionnel. On arrive dans la nouvelle catégorie qui a été introduite en juin 2023, qui sont les opérations à signaler. Comme je disais tantôt, les opérations à signaler, là, ça vise des opérations que l'ARC considère abusives, qui sont dignes d'attention. Comme on va voir, il y a eu des règles générales anti-évitement qui ont été mises en place beaucoup au courant des dernières années. Puis, avec les opérations à signaler, c'est un peu comme si l'ARC voulait venir patcher des trous que le monde avait réussi à contourner des règles générales anti-évitement. Puis le ministre n'a pas aimé ça, donc il a ciblé certaines situations, certaines opérations qui ont été mises en place par des personnes très créatives qui ont voulu contourner des règles générales anti-évitement. Donc, on vient un peu dire, bien, regarde, nous, on a vu que vous faites tel stratagème. On considère que ça a un potentiel abusif. Donc, on va vous demander de venir nous signaler ces opérations-là. Ce qui est difficile puis ce qui va assurément donner lieu à plusieurs litiges, c'est que le ministre vient introduire la notion de sensiblement semblable. Donc, ce qu'il vient nous dire, c'est que moi, j'ai listé 5 opérations qui sont des opérations à signaler que je considère d'intérêt. Mais venez pas essayer de me dire que parce que vous avez changé un peu là, les entités, vous avez mis une compagnie un peu différente, ou vous avez mis une fiducie, ou vous avez changé les entités en place, ou que vous utilisez un autre article. Si votre opération est semblable aux opérations à ce que je vous demande de signaler, bien, à ce moment-là, si votre objectif s'est fondé sur une même stratégie fiscale puis que ça vise à obtenir des conséquences fiscales similaires,
bien, à ce moment-là, même si votre opération diverge des 5 opérations que le ministre a inscrites comme des opérations à signaler, bien, moi, je vais considérer que c'est des opérations sensiblement semblables et que vous auriez eu l'obligation de me les signaler. Donc ça, c'est une notion qui est assez floue, assez large. Le ministre vient dire que ce terme-là de sensiblement semblable doit être interprété le plus largement possible en faveur de la divulgation de l'information. Mais encore là, on va se retrouver comme professionnel face à une situation où on va peut-être créer un stratagème fiscal qu'on considère qui est différent ou assez différent que les opérations à signaler qui auront été demandées par le ministre. Mais là, il va y avoir un débat à savoir, oui, mais est-ce que vraiment on est dans une situation qui est semblable à ce que je vous ai demandé de signaler ou est-ce qu'on est dans un stratagème qui est différent? Donc, assurément, ce terme-là va amener son lot de débats judiciaires et débats entre les autorités fiscales puis les professionnels en planification. Au niveau du moment où on doit signaler l'opération, bien encore là, c'est les mêmes dates qu'on avait vues tantôt. C'est un délai de 90 jours à partir du moment soit de l'obligation contractuelle ou du début de l'opération. Et encore une fois, là, autant le contribuable et le conseiller ont l'obligation de produire la déclaration. Donc, les deux doivent produire une déclaration à ce moment-là, puisqu'il y a une pénalité qui est prévue là, autant pour le contribuable que son conseiller. Il y a une exception de nature générale qui s'adresse aux avocats. Donc, si c'est des informations ou il y a des documents qui sont visés par le secret professionnel de l'avocat, mais comme on sait, le secret professionnel de l'avocat, c'est un secret qui est le plus absolu possible. Donc, dans la mesure où les documents ou les informations sont visés par le secret professionnel de l'avocat, bien, à ce moment-là, on n'aurait pas à divulguer ces informations-là. Il y a quand même une exception qui a des limites au secret professionnel. Là, je pense notamment à l'exception du crime. Donc, si jamais un avocat, par exemple, était impliqué avec son client dans un stratagème qui vise à éluder de l'impôt, bien là, il pourrait avoir potentiellement des accusations contre ce professionnel-là ou contre cet avocat-là. C'est arrivé, on le verra dans une décision que je vais vous parler à la fin de la présentation, mais dans la mesure où un avocat serait impliqué dans un crime financier avec son client, le secret professionnel, là, il pourrait avoir des démarches qui soient faites pour que le ministre puisse ou les enquêtes puissent obtenir là, des documents qui sont visés par le secret professionnel. Mais le principe de base, c'est que si les documents sont visés par le secret professionnel, bien, on n'aura pas à les fournir d'emblée au ministre. Au niveau de la notion de conseiller, donc qu'est-ce qu'un conseiller? C'est assez large, donc on parle vraiment de toute personne qui fournit soit de l'aide, soit du conseil concernant la création, l'élaboration, la planification ou l'organisation ou la mise en œuvre de l'opération à signaler, ou même une personne qui fournit de l'aide ou des conseils à un promoteur. Donc un promoteur, c'est la personne qui vient promouvoir le stratagème fiscal. Donc, à partir du moment où on est une personne qui est impliquée dans l'élaboration, la création, c'est assez large. On va devoir se poser la question, oui, bien, est-ce que c'est une opération qui est à signaler ou à déclarer? Parce qu'à ce moment-là, si on se qualifie comme conseiller, bien, on a nous-mêmes l'obligation de déclarer et on pourrait, si on ne le fait pas, être visé par des amendes qui sont importantes. Donc, qui doit produire, on l'a vu un petit peu tantôt, mais c'est soit la personne qui obtient l'avantage fiscal et un promoteur ou un conseiller, ou même une personne là, qui a un lien de dépendance avec le promoteur ou le conseiller qui a droit à des honoraires. Ici, le ministre nous amène sa deuxième notion ésotérique, qui est la notion du vraisemblablement censé savoir. Donc, cette notion-là vient dire que pour avoir l'obligation de déclarer ou signaler une opération, il faut que la personne soit vraisemblablement censée savoir qu'elle avait l'obligation de déclarer. Donc, ce que ça vient... C'est sûr qu'il va y avoir des débats là-dessus parce qu'on est encore dans une notion qui ne pourrait pas être plus floue, mais ce que le ministre vient dire, c'est que, par exemple, si
moi, je suis un employé de banque, je ne suis pas fiscaliste, je n'ai pas de titre de fiscaliste, mais je suis quand même un employé de banque qui est spécialisé dans la mise en place d'opérations qui visent à faire économiser de l'impôt à mes clients. Bien, même si je ne suis pas un fiscaliste à proprement parler, bien, je devrais savoir que j'ai l'obligation de signaler. Et à ce moment-là, là, je devrais compléter les formulaires et signaler une entreprise si je suis visé par le type d'opération qui se doit d'être signalé. Par contre, si je suis un simple employé de banque qui est au comptoir ou un employé auxiliaire, ou par exemple, si je suis un subalterne dans un cabinet comptable ou dans un cabinet d'avocat qui fait juste exécuter les ordres puis qui est en bas de la pyramide et qui fait juste préparer des certificats d'action ou peu importe ce qui pourrait être à préparer, mais que ce n'est pas moi qui est impliqué dans la mise en place du stratagème, mais à ce moment-là, il est possible que je ne sois pas vraisemblablement censé savoir que j'ai l'obligation de déclarer et que je n'ai pas à ce moment-là l'obligation de déclarer. Mais assurément, c'est une autre notion qui est très floue, puis qui va amener là, son lot de questionnements là, dans les années à venir. On rentre dans le nœud des 5 opérations à signaler qui ont été désignées par le ministre. Ces opérations-là ont été mises en ligne le 1er novembre 2023, puis sans aucun avertissement. Il n'y avait pas averti d'avance de la date qui allait les mettre en ligne. Il y avait pas... On savait depuis quelque temps que ces opérations-là avaient été ciblées, mais on n'avait pas de date connue auquel ces opérations-là allaient être indiquées comme étant entrée en vigueur là, pour étant obligatoirement des opérations à signaler. Et ça s'est fait le 1er novembre 2023. Ça a été mis en ligne. Ce que l'ARC a fait, puis ce qui peut être une bonne idée pour les professionnels qui sont en planification fiscale et qui peuvent potentiellement mettre en place des stratagèmes fiscaux, bien, ils ont mis en ligne la possibilité de s'inscrire à une infolette pour recevoir toutes les modifications futures aux opérations à signaler. Donc, comme ça, s'il y avait une opération à signaler qui était ajoutée demain matin, bien, on pourrait les professionnels reçoivent un courriel à ce moment-là, puis on ne passerait pas à côté là, d'opérations à signaler qui peuvent être ajoutées à tout moment. Pour le moment, c'est une liste de 5, mais ce n'est pas impossible que d'ici quelques semaines, il y en ait 6, 7, 8, si jamais l'ARC se rend compte qu'il y a d'autres trous à patcher. Là. On va rentrer dans les 5 opérations. Je ne veux pas m'attarder longuement en long et en large à chacune de ces opérations-là. Je vais vous dire les grandes lignes de ce qu'il y en est. Puis je sais que comme professionnels, on déteste quand les autorités fiscales viennent nous dire que c'est du cas par cas, puis que ça va... Ils ne peuvent pas nous donner de réponse bien précise à savoir si tel ou tel cas va s'appliquer parce que ça va être du cas par cas. Ça va être un peu ça au début de gérer si on a des situations qui s'applique ou non. Peut-être au début, on va vouloir agir avec plus de prudence que nécessaire pour éviter de recevoir des amendes, mais je vais vous donner les grandes lignes des opérations que le ministre a publiées pour le moment. Donc, la première des opérations, c'est ce qui vise la création de pertes sur opérations de chevauchement au moyen de sociétés de personnes. Donc, les opérations de chevauchement, c'est qu'un contribuable là, vient prendre sensiblement en même temps 2 positions égales, donc une position qui va venir créer une perte et l'autre position qui va venir créer un gain. Et ce qu'il fait, ce que le contribuable venait faire, c'est qu'il vendait la position à perte à la fin d'une année fiscale, ce qui lui permettait de diminuer ses revenus pour cette année-là, et il vendait la position qui était à profit au début de l'année suivante. Donc, ça lui permettait de venir chercher des pertes là, dans une année financière où il souhaitait diminuer son revenu. En 2017, il y a eu des règles anti-évitement qui ont été mises en place pour éviter ce phénomène-là, mais il y a eu des gens créatifs qui sont venus essayer de contourner ces règles-là en utilisant des sociétés de personnes. Donc, ce que la première opération vient viser, c'est que lorsqu'il y a des sociétés de personnes qui sont utilisées, par exemple en utilisant des contrats de change pour générer des pertes artificielles, donc quand ces sociétés de personnes-là sont utilisées pour créer des pertes artificielles par des opérations de chevauchement, bien, le ministre vient nous dire s'il y a un stratagème qui est sensiblement semblable à un stratagème de ce type-là, vous allez devoir nous le signaler.
La deuxième situation, qui est une situation assez connue, là, comme vous le savez, il y a un délai, au bout de 21 ans, il y a une disposition réputée des biens d'une fiducie et la loi permet là, de faire certaines stratégies fiscales pour repousser ce délai de 21 ans-là, là, notamment par certains roulements pour permettre à des bénéficiaires de repousser le paiement de l'impôt. Par contre, les règles interdisaient de procéder soit par un roulement à une autre fiducie, donc de se créer un nouveau 21 ans en faisant simplement un roulement à une nouvelle fiducie. Ça, c'était interdit. Et on ne pouvait pas non plus essayer de repousser le 21 ans en transférant là, des montants à un non-résident. Donc, ça vise à des stratagèmes qui étaient utilisés pour contourner ces règles-là. Donc, il y a 3 situations qui ont été mentionnées par le ministre. Donc, la première situation, c'est s'il y a un transfert indirect des biens à une autre fiducie. Donc, par exemple, ici, j'ai une ancienne fiducie qui distribue par roulement à une bénéficiaire qui est une société de gestion qui, elle, est détenue par une nouvelle fiducie. Donc, on se trouve indirectement à transférer la valeur d'une ancienne fiducie à une nouvelle fiducie. Donc, le transfert direct à la nouvelle fiducie ne permettrait pas de repousser le délai de 21 ans. Donc là, ici, on essaie d'y aller indirectement. Le ministre nous dit non, si tu fais un stratagème de ce type-là, tu vas devoir nous signaler l'opération pour qu'on puisse valider s'il n'y a pas de l'abus là, dans un dossier comme celui-là. Deuxième situation qui est visée, c'est assez similaire, sauf qu'ici, à la place, ça vise un transfert indirect à un non-résident. Donc ici, plutôt qu'être détenu par une fiducie, notre société de gestion est détenue par un non-résident. Donc, on vient transférer indirectement la valeur à un non-résident. Et ça, le ministre nous demande de signaler des opérations de ce type-là aussi. Troisième situation, c'est une autre situation où on vient directement transférer la valeur d'une fiducie à une nouvelle fiducie, ici en procédant par un rachat d'actions d'une société exploitante qui vient à ce moment-là là, créer un dividende réputé à l'ancienne fiducie, puis on vient verser ce montant-là à la société de gestion. Donc, encore une fois, on vient créer un transfert indirect de valeur au bénéfice d'une nouvelle fiducie. Et si on vient créer un stratagème, une mise en place d'un stratagème fiscal de cette nature-là, également, on va devoir signaler les opérations là, de ce type-là au ministre. La troisième opération, c'est assez rare en pratique qu'on a eu à voir ça, là, mais semble-t-il que lorsque c'est la manipulation du statut de faillite pour réduire un montant remis à l'égard d'une dette commerciale. Donc, ce qui arrive, c'est quand un contribuable fait faillite et qu'il y a une dette commerciale là, qui va être réglée ou qui va être éteinte, bien, en matière de faillite, puis je ne veux pas trop rentrer dans les détails, là, mais l'impact que ça va avoir, c'est que ça va venir réduire le montant des attributs fiscaux. Ce qui avait été utilisé comme stratagème, c'est que il y a certains contribuables qui ont demandé au tribunal d'annuler la faillite. Donc, ils venaient annuler une faillite. Et le stratagème, ce que ce stratagème-là permettait, c'était de faire une faillite temporaire. Et cette stratégie-là était utilisée parce que la conséquence du stratagème était que les attributs fiscaux, à ce moment-là, n'étaient pas réduits. Donc, si on essaie par un stratagème de faillite temporaire de ne pas réduire les attributs fiscaux, si on essaie de mettre en place un stratagème de ce type-là pour essayer d'éviter là, les règles qui viennent réduire les attributs fiscaux, bien, on se retrouverait dans une opération où on devrait signaler l'opération au ministre, mais en pratique, ça me semble être quelque chose qui soit utilisé assez rarement. On arrive à l'opération 4, qui est le recours aux critères d'objet de l'article 256.1 pour éviter une acquisition de contrôle réputée. Donc, l'article 256.1, c'est une règle anti-évitement qui cible le commerce des attributs fiscaux. Cette règle-là avait
la loi avait été modifiée pour avoir une acquisition de contrôle réputée quand une personne détient plus de 75 % de la juste valeur marchande des actions, même sans en acquérir le contrôle. Et il y a eu des stratagèmes que l'ARC a voulu empêcher, ou du moins qui nous demande de signaler, qui visaient à contourner ces règles-là, ou du moins contourner le déclenchement d'une acquisition de contrôle réputée. Ils ciblent, je vais vous les expliquer brièvement, là, mais il y a 3 situations qui sont décrites par le ministre. D'abord, pour que 256.1 s'applique et trouve application, bien, il y avait un critère d'objet là, qui s'appliquait, puis qu'il fallait qu'une des principales raisons de ce stratagème-là devait être d'éviter le commerce des attributs fiscaux. Donc, un contribuable pouvait mettre en place un stratagème et d'acquérir plus de 75 % de la JVM, mais lui-même déterminer que 256.1 s'applique parce que moi, je considère que j'avais pas de raison d'éviter les commerces des attributs fiscaux, donc ce n'était pas un des motifs au stratagème mis en place. Mais malgré que moi, je considère que ce ne soit pas un stratagème qui est mis en place pour éviter les attributs fiscaux, le ministre va tout de même nous demander de signaler l'opération dans la mesure où il y a une acquisition de plus de 75 % de la JVM des actions qui a eu lieu. Autre façon qui avait été mise en place pour contourner l'article 256.1, c'est qu'il y a des fins finaux qui se sont dit, bien, je ne vais pas acquérir 75 % de la JVM. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer 2 sociétés liées qui vont chacun acquérir, par exemple, 40 %. Donc, je ne vais pas atteindre le seuil de 75 %. Ce que le ministre vient dire, c'est que si tu as des sociétés liées qui viennent acquérir totalement plus de 75 % de la JVM des actions, bien, à ce moment-là, tu vas devoir nous signaler l'opération. Puis la troisième opération qui est ciblée par le ministre, c'est que s'il y a une société à perte qui acquiert une société et qu'une des raisons est d'éviter les règles de restriction des commerces d'attributs fiscaux, bien, à ce moment-là, c'est aussi une opération ou une série d'opérations qui va devoir nous être divulguées. Donc, globalement, quand on essaie de mettre en place des stratagèmes qui visent à éviter la règle générale anti-évitement de 256.1, puis qui visent à éviter soit le commerce des attributs fiscaux, qui vise à éviter qu'on atteigne le seuil de 75 % de la JVM, bien, il y a des bonnes chances qu'on se cadre dans les opérations qui doivent être divulguées là, en fonction de l'opération numéro 4. Cinquième opération qui est encore plus aride, mais je vais essayer de la résumer brièvement. C'est au niveau des règles de capitalisation restreinte, de façon très brève. Là, il y a des règles qui interdisent la déductibilité d'un montant d'intérêt qui est versé à un non-résident si il y a un ratio là, de dette capitaux propres qui est pas, qui excède 1,5 pour 1. Et il y a eu des règles de prêt adossé qui sont venues même élargir ça pour éviter qu'il y ait un versement indirect qui soit fait. Donc, ce que ça vise ici aux opérations 5, ça vise des situations où il y aurait l'utilisation d'un deuxième non-résident pour verser indirectement des montants qu'on ne pourrait pas verser ou qu'on ne pourrait pas là, déduire de façon directe. Donc, très brièvement, là, les situations qui sont visées, c'est par exemple une situation où il y a un non-résident qui conclut une entente avec un deuxième non-résident qui n'a pas de lien de dépendance pour financer une société canadienne, puis que cette société canadienne-là, en procédant comme ça par un intermédiaire d'un deuxième non-résident, bien, lui, il vient considérer qu'à ce moment-là, il n'est pas assujetti aux règles de capitalisation restreinte. Mais à ce moment-là, même si le contribuable, son conseiller considère qu'ils ne sont pas assujettis aux règles de capitalisation restreinte parce qu'il y a un intermédiaire non-résident qui vient mettre la patte entre les deux, bien, le ministre demande « Non, tu vas quand même venir nous signaler cette opération-là parce qu'on considère que ça a un potentiel abusif. » Donc, on va sortir un peu de la matière aride pour rentrer dans ce qu'on comprend un peu mieux des dollars. Au niveau des pénalités pour le contribuable, c'est des montants qui peuvent être assez importants. Donc, si on ne déclare pas ou qu'on ne signale pas les opérations, il y a des pénalités potentielles de 500 $ par semaine
jusqu'à un maximum de 2 500 $ ou 25 % de l'avantage fiscal. Et si c'est une compagnie avec une valeur comptable de plus de 500 millions de dollars, on parle d'une pénalité de 2 000 $ par semaine jusqu'à un maximum de 100 000 ou 25 % de l'avantage fiscal. Donc, ça peut aller assez vite, assez rapidement. Et pour ce qui est du professionnel qui est impliqué dans la mise en place de ce stratagème-là, on parle de pénalités de 10 000 $ plus 1 000 $ par jour jusqu'à un maximum de 100 000 $, plus un montant équivalent à 100 % des honoraires facturés à notre client qui a obtenu l'avantage fiscal. Donc, ça peut, ça aussi, monter là, assez vite. Au niveau provincial, je vais passer un petit peu plus rapidement parce qu'il n'y a pas tellement de nouveautés là-dessus. Ça va permettre un petit refresh sur les règles qui sont en place. Il y a beaucoup de similitudes avec le fédéral. Il y a certaines divergences qu'on va voir. Mais si on part au niveau provincial, il y a aussi 2 volets, soit un volet des divulgations obligatoires d'une opération confidentielle, d'une opération avec rémunération conditionnelle ou d'une opération avec protection contractuelle. Donc, ça ressemble beaucoup à nos opérations à déclarer au niveau fédéral. Et eux aussi, au niveau provincial, ont un volet de divulgation obligatoire d'une opération désignée. Il y a 4 opérations qui ont été désignées au niveau provincial. On va les voir un petit peu plus tard. Au niveau des divulgations obligatoires, donc ici, au niveau provincial, on a un seul marqueur. Donc, c'est comme si le fédéral s'est ajusté pour arriver avec un seul marqueur comme au provincial. On a nos marqueurs qui sont assez similaires à ce qu'on retrouve au fédéral. Donc, on a, s'il y a la présence d'un engagement de confidentialité, encore une fois, il faut que cet engagement-là soit relatif à une planification qui procure un avantage fiscal ou une incidence sur le revenu. On a notre deuxième marqueur qui est la rémunération conditionnelle ou proportionnelle à l'avantage fiscal. Donc, même chose que ce qu'on a vu tantôt. Si on a une rémunération qui est liée directement avec un avantage fiscal qu'on procure à un contribuable, bien, c'est une opération qu'on va devoir divulguer au provincial. Et le troisième marqueur qui est une protection contractuelle à l'égard des conséquences de la planification. Donc, ça aussi, c'est assez similaire là, à ce qu'on retrouvait un peu plus tôt au fédéral. Petite nuance au provincial. Encore une fois, il doit y avoir une seule des caractéristiques qui s'applique. Par contre, au provincial, on n'a pas à divulguer automatiquement toutes les transactions, mais pour avoir une obligation de divulgation, il faut que l'avantage fiscal soit de 25 000 $ ou que l'incidence sur le revenu soit de 100 000 $. Donc, si on est sur des plus petites transactions avec des montants moindres que ça, à ce moment-là, on n'aura pas d'obligation de divulguer au niveau provincial. Ici, au niveau, quand on parle d'une divulgation obligatoire là, pour une opération confidentielle de rémunération conditionnelle ou de protection contractuelle, il y a uniquement des pénalités pour le contribuable au provincial. Donc, il n'y a pas d'obligation corrélative là, pour le professionnel. Par contre, pour le contribuable, on parle d'une amende de 10 000 $ plus 1 000 $ par jour jusqu'à un maximum de 100 000 $. Et il peut avoir aussi d'autres conséquences pour vos clients, advenant le cas où ils ne déclareraient pas une opération, comme par exemple, d'abord, ça suspend la prescription. Donc, si l'opération n'est pas déclarée, ça vient prolonger là, le délai que le ministre aurait pour cotiser. Normalement, quand il y a des cotisations qui sont émises au niveau fiscal, on parle d'une prescription habituellement qui est de 3 ans, mais si l'opération devait être déclarée et qu'elle n'a pas été divulguée, à ce moment-là, la prescription ne s'appliquera pas et le gouvernement va pouvoir émettre des cotisations là, dans n'importe quel délai. Aussi, autre impact que ça peut avoir sur les clients, c'est que s'ils sont frappés d'une pénalité comme ça pour ne pas avoir divulgué une opération qui devait être divulguée, bien, ça pourrait avoir comme impact là, qu'ils pourraient plus soumissionner à des contrats publics. Donc, si on regarde rapidement les 4 opérations qui sont désignées par le ministre,
On parle de la première qui est l'évitement de l'aliénation réputée d'un bien d'une fiducie. Donc, cette opération-là est assez similaire à ce qui était visé par le fédéral. Donc, quand on essaie de contourner la règle d'aliénation réputée du 21e anniversaire pour reporter l'impôt, comme par exemple en transférant un bien à une nouvelle fiducie, c'est une opération qu'on va devoir signaler au provincial également. Deuxième opération, celle-là diverge. C'est que lorsqu'un contribuable réduit son revenu d'au moins 1 million de dollars en effectuant un ou plusieurs paiements là, vers un pays qui n'a pas de convention fiscale avec le Québec ou le Canada, à ce moment-là, le provincial vient dire que c'est une opération qu'on doit leur divulguer dans la mesure là, où il n'y a pas de lien de dépendance là, entre la société au Québec et la société à l'étranger. Donc, si on vient réduire par des paiements à l'étranger son revenu d'au moins 1 million de dollars, il va avoir on va avoir l'obligation de divulguer là, cette opération-là au ministre. Troisième opération aussi qui diverge du fédéral, qui est lorsqu'il y a multiplication de la déduction pour gain en capital. Donc, le provincial Revenu Québec vient donner 2 exemples où il y aurait des situations qu'on devrait divulguer à Revenu Québec. Le premier exemple qui est donné, c'est quand on utilise un tiers accommodateur, comme par exemple une fiducie, pour multiplier la DGC, quand au final, le gain retourne dans les poches du contribuable. Donc, essayer de contourner les règles de multiplication de DGC par un tiers accommodateur, bien ça, c'est des opérations qui vont devoir être divulguées à Revenu Québec. Et même chose là, dans la mesure où on introduit un conjoint dans l'actionnariat dans le but de contourner les règles d'attribution entre conjoints, mais si on fait une transaction de ce type-là, également, on va devoir divulguer l'opération au ministre. L'exception qui s'applique, par contre, c'est que si on transfère uniquement un montant qui est égal ou moindre à la portion non imposable du gain en capital, à ce moment-là, on s'entend que ce serait une opération qui n'aurait pas d'impact fiscal pour Revenu Québec. Donc, Revenu Québec, ça la dérange moins quand on fait des opérations qui n'ont pas d'impact fiscal. Un, deux, un, deux. Un, deux, un, deux. OK. Oui? Non, ça ne marche pas. Oui? Non, ça ne marche pas. Un, deux. Bon, oui, en pratique, c'est une situation assez fréquente, la multiplication du gain de capital. On a beau informer nos clients, justement, quand on utilise un enfant pour multiplier l'exemption, puis on explique à notre client, il ne faut pas que ton enfant te retourne l'argent, sauf la partie capitale, là, évidemment. On explique tout ça à nos clients, on le met dans le mémo, mais ils ne nous écoutent pas. 4 ans plus tard, ça se retourne, il y a une vérification. Où notre responsabilité à ce moment-là? Encore là, comme on voyait tantôt au niveau de la diligence raisonnable, c'est là que ça va être important de documenter vos dossiers pour démontrer que vous avez été prudent et que vous avez donné les règles. Vous, dans la mesure où ce que vous dites, c'est que si le contribuable suit mes recommandations, il va tomber dans l'exclusion. Donc, à ce moment-là, il n'y aurait pas l'obligation de divulguer. Fait que si votre planification que vous mettez en place, puis que c'est spécifié qu'il doit uniquement transférer à son enfant ou à son conjoint la portion qui est non imposable du gain en capital, vous venez de vous dire, moi, je mets la planification en place pour tomber dans une exclusion. Après ça, si votre client ne vous écoute pas puis qu'il va faire un stratagème autre qui est celui-là que vous avez mis en place puis qui vient faire des conclusions pour lesquelles vous vouliez éviter avec votre mémo, je pense que vous auriez agi avec diligence à ce moment-là. C'est ce que je crois, là, mais des fois, avec les autorités fiscales, on ne sait jamais. Puis en plus, moi, je rajoute une couche de plus. J'ai dit, si jamais ton enfant décide de te remettre de l'argent, là, tu auras une obligation de divulguer puis communique rapidement avec moi. Fait que déjà là, c'est une couche, je pense, supplémentaire. Là. Exact. Je pense que de là, l'importance d'y aller souvent par écrit là, avec ses clients, mettre ça par écrit, dire
regarde, si tu t'agis de telle façon, tu risques une pénalité, mais moi, de la façon que je le mets en place, c'est pour que tu tombes dans les exclusions, puis je te conseille de faire ça, ça, ça. Si c'est mis par écrit, parce qu'on le sait, là, si le client se fait imposer une pénalité de plusieurs dizaines de milliers de dollars quelques années plus tard, c'est possible qu'il vienne dire « Ouais, ben c'est mon fiscaliste qui m'a dit de faire ça de cette façon-là. » Fait que vous, s'il n'y a rien d'écrit, il n'y a pas de trace, ça va être plus difficile de vous défendre à ce moment-là. Fait que de là d'y aller, comme je disais un peu plus tôt, documenter son dossier de façon à démontrer qu'on a agi avec prudence. OK, merci. Oui, en fait, je voulais savoir si en pratique, à votre cabinet, vous avez commencé à avoir des dossiers de situations litigieuses parce qu'on s'entend que la façon que Revenu Québec a libellé le détail de cette opération-là à divulguer, ça va bien au-delà de l'utilisation du tiers accommodateur. J'ai des exemples là, de l'enfant qui, mettons un enfant majeur, qui investit après ça avec son parent dans une nouvelle société pour un nouveau projet d'entreprise, c'est visé. Mais il n'y a pas d'utilisation de tiers accommodateur dans une situation comme celle-là, dans la mesure où ce que l'enfant fait un investissement de son propre chef, puis avec capital action ou prêt, peu importe. Ma question, c'est est-ce que Revenu Québec a commencé à attaquer des situations comme celle-là ou est-ce qu'il n'y avait pas eu de divulgation? Pour le moment, nous, au bureau, on n'a pas eu encore de dossier de ce type-là. Est-ce qu'il y en a eu dans d'autres cabinets? Bonne question. Ce qu'on a eu, par exemple, au bureau, puisqu'on voit à quoi Revenu Québec s'attaque actuellement au niveau des professionnels, c'est, puis je vais y revenir un peu plus tard dans les autres incidences, là, mais c'est des professionnels qui ont collaboré avec des clients pour éluder de l'impôt. À ce moment-là, Revenu Québec commence à s'attaquer de plus en plus à des professionnels en disant, bien, tu as participé activement à des stratagèmes dans le but d'éluder de l'impôt, fait que je vais t'accuser un peu de, pas de complot, là, mais d'avoir participé à des infractions fiscales avec ton client. Ça, on en voit de plus en plus. Ça semble être ce qui est visé actuellement par Revenu Québec. Au niveau de pénalités, de divulgation qui n'auraient pas été faites, ça, actuellement, au bureau, on n'en a pas vu. Est-ce qu'ils en font? Est-ce qu'ils en font beaucoup? Je ne pourrais pas vous dire à ce stade-ci. C'est sûr qu'au fédéral, c'est assez récent, fait que là, il n'y en a pas encore qui sont sortis. Mais on voit vraiment plus des infractions pénales au niveau de professionnels en fiscalité que des pénalités. Fait qu'est-ce que, ou s'il y en a eu, peut-être que les amendes n'étaient pas assez élevées, est-ce que le conseiller a préféré dire, bien, regarde, je vais payer le 1000, 2000, ou je vais payer le montant plutôt qu'aller me défendre à la cour, parce que c'est sûr qu'il y a des frais importants pour contester ça. Donc, est-ce qu'il y en a eu, puis ils ont préféré payer les pénalités? Je ne pourrais pas vous dire, mais ce qu'on voit au bureau, c'est beaucoup plus des professionnels impliqués dans des infractions pénales fiscales que des professionnels qui ont reçu des amendes en vertu des obligations de divulgation. Bon, alors, c'est juste un petit commentaire. Je n'écris pas de mémos fiscaux, mais j'en lis énormément et qui viennent d'un peu partout. Et il y a des gens qui sont plus créatifs que d'autres. Alors, quand, à un moment donné, j'ai vu un mémo fiscal dans lequel il était écrit clairement, justement, que s'il y avait des transactions, c'est juste pour revenir sur ce que M. disait, et qui faisait en sorte qu'éventuellement, une transaction exclue deviendrait inclue et aurait dû être divulguée. Il écrivait carrément le montant des amendes, etc. Je peux vous dire que quand j'ai expliqué au client qu'est-ce que ça voulait dire, ça l'a comme rassuré de savoir qu'il ne ferait pas d'accroc à l'exclusion. Alors, parfois, parce que les clients, ils comprennent, comme tu disais tout à l'heure, beaucoup plus le montant d'argent qui est rattaché qu'une règle. C'est toujours ça, là, eux, ce qu'ils veulent savoir, c'est combien j'ai dans mes poches. Là. C'est ça. Alors, ça aide beaucoup. C'est bon à mettre dans les mémos. J'ai trouvé ça créatif, mais aussi efficace. Oui, effectivement, que si le contribuable est au courant qu'il va essayer de faire un petit tour de passe-passe, mais qu'il risque de payer des milliers de dollars à côté, possible qu'il se retienne. Là. Et on était rendu à la 4e opération qui est un peu comme au fédéral, là, le commerce d'attributs fiscaux. Donc, si on met en place là, un stratagème qui vise à contourner là, les règles
ou qui viennent... Bon. On met en place un stratagème là, pour utiliser les attributs fiscaux d'une autre société, bien là, on demande là, à ce que ces opérations-là soient signalées. Ça ressemble un peu à ce qu'on avait là, au fédéral également. Non, ça ne me dérange pas. De toute façon, j'allais changer de volet. Donc, s'il y a une autre question sur ce volet-là, je viens de la prendre tout de suite. Là. Parce que le commerce des attributs fiscaux, on sait déjà qu'il existe là, quand on ne peut pas vendre des entreprises avec de l'IMRTD ou du CDC. Mais il n'y a pas déjà une règle, pas générale, mais spécifiquement anti-évitement à 129 à 83? Fait que je ne vois pas pourquoi il faudrait... Je ne veux pas rentrer dans le... Je ne suis pas un spécialiste de la planification fiscale, fait que je ne veux pas m'avancer dans quelque chose que je ne connais pas, mais un peu comme on a vu au fédéral tantôt, il y avait aussi une règle générale anti-évitement, mais on est quand même venu inclure une opération à signaler dans des cas où on tenterait de contourner la règle générale anti-évitement. Et à ce moment-là, les opérations visent à signaler quand on essaie de faire un contournement de ces règles générales anti-évitement-là. Parce que oui, il existe des règles générales anti-évitement, mais on a toujours des personnes inventives où est-ce qu'il y a des règles, il y a des gens qui essaient de contourner ces règles-là. Donc, ce qu'on vient dire, c'est que si ça vient viser plus large, dans le fond. Donc, la règle générale anti-évitement est plus spécifique, puis on vient dire, bien, si tu fais une opération plus large qui essaie de contourner dans la règle générale anti-évitement ou que tu considères que cette règle-là s'applique, bien, on t'impose quand même là, une obligation là, de me signaler une opération. Excuse, Guy, on parle plutôt de règles spécifiques anti-évitement. On contournait 256.1 tantôt, Ouais. Puis la règle générale, c'est 245. Fait que dans le fond, si on contourne une règle spécifique anti-évitement, c'est là qu'on peut... c'est ça, c'est bien Oui, ma exact. compréhension. Okay. Comme je dis un peu depuis tantôt, les opérations visent à patcher des trous créatifs que le ministre a considérés ou a vu qui se faisaient dans la pratique. Donc, les gens ont essayé de contourner les règles en place, puis le ministre vient dire, bien, regarde, si tu fais des stratégies de ce type-là, divulgue-nous-les, puis nous, on va déterminer si c'est abusif après ça. Là. Au niveau des amendes potentielles ou des pénalités potentielles au niveau des opérations désignées, pour le contribuable, c'est 10 000 par jour, plus 1 000 par jour et plus un autre 50 de l'avantage fiscal. Et ici, dans ce cas-ci, il y a aussi une pénalité pour le promoteur ou le conseiller de 10 000 plus 1 000 par jour et 100 de ses honoraires. Conseiller, promoteur, la définition est un petit peu différente au niveau provincial. Là, on parle d'une personne qui commercialise ou qui fait la promotion de l'opération, qui a le droit à une contrepartie. Et ici, on parle de quelqu'un qui a un rôle important dans cette commercialisation ou dans la mise en place de cette stratagème-là, et pas uniquement là, une personne là, qui fait la mise en œuvre ou qui fait la mise en place du stratagème. Là. Donc, ça doit être une personne qui encourage, qui favorise et qui est vraiment impliquée, là, qui a les deux mains dedans dans la mise en place de ce stratagème-là. Au niveau des délais, très brièvement, là, il y a des délais qui parfois divergent, là, mais de manière générale, normalement, pour ce qui est du contribuable, il doit déclarer l'opération en même temps que sa déclaration d'impôt. Et pour ce qui est du promoteur ou du conseiller, normalement, c'est dans les 60 jours de la réalisation là, de l'opération qui doit divulguer l'information. On arrive dans les autres aspects connexes. Je vais y aller rapidement. Je vois que le temps file. Je vois le Barreau du Québec, l'assureur du Barreau du Québec a émis là, un communiqué suite à l'entrée en vigueur là, des nouvelles règles fédérales pour dire à ses membres, puis ça va être la même chose pour ce qui est des comptables là, qui ont aussi une assurance professionnelle, parce que souvent, on se dit, bien, si jamais je commets une erreur ou je commets une faute à un moment donné, bien, au moins, j'ai mon assureur pour me backer. Par contre, il faut savoir que dans nos polices d'assurance, il y a des exclusions qui indiquent que si, comme professionnel, je suis condamné à une amende ou à une pénalité, je ne vais pas être couvert, je vais bénéficier d'aucune couverture là, de ma police d'assurance. Donc, à ce moment-là,
faut doublement faire attention comme professionnel parce que si jamais on a une amende suite à une erreur d'avoir omis de divulguer une information qui aurait dû être divulguée, bien, à ce moment-là, là, c'est fort probable, même assurément, presque assuré que notre police d'assurance professionnelle ne va pas nous couvrir pour le paiement de cette pénalité-là. Par contre, elle pourrait nous couvrir potentiellement là, pour ce qui est de la pénalité qui serait imposée à notre client qu'on aurait mal représenté ou qu'on aurait oublié de lui donner l'information qu'il avait l'obligation de divulguer, parce que ça pourrait être qualifié à titre de dommage. Ce n'est pas une pénalité qui nous serait imposée directement, mais par contre, là, pour les pénalités qui sont imposées aux professionnels, doublement faire attention parce qu'on ne risque pas d'être couvert par nos polices d'assurance. Un dernier volet que je voulais couvrir, qui est pas, qui est connexe, qui est un peu en lien avec la question qui a été posée un petit peu plus tôt, qu'est-ce qu'on voit en cabinet de litige en lien avec les professionnels et en lien avec les relations qu'ils ont avec leurs clients. Ce qu'on voit de plus en plus ces temps-ci, c'est que les autorités fiscales semblent vouloir s'attaquer aux professionnels qui sont impliqués dans la réalisation de stratagèmes fiscaux avec leurs clients qui visent à, par exemple, commettre des infractions fiscales. Comme ici, j'ai mis un exemple, mais une des infractions fiscales qu'on voit beaucoup, c'est lorsqu'un comptable ou un avocat fiscaliste met en place un stratagème qui vise à éluder l'observation d'une loi fiscale. Mais à ce moment-là, autant le contribuable qui élude ou le conseiller ou l'avocat ou le comptable qui aurait participé à la commission de cette infraction-là sont passibles d'une amende jusqu'à 1 million de dollars ou 5 ans de prison. Et il y a eu une décision qu'on a, un dossier qu'on pilote au bureau pour vous donner un peu un exemple de comment ça a lieu en pratique. On a eu une décision qui a été rendue en début 2024 par la Cour du Québec dans un dossier comme celui-là où on représentait un avocat fiscaliste. Son rôle dans ce qu'il y avait eu, ce dossier-là, si je vous résume les grandes lignes, c'était qu'il y avait des clients, les VIO, qui, eux, avaient vendu une liste de clients à une société étrangère au Panama pour un montant de 45 000 $ et dans la même journée, la liste de clients avait été revendue du Panama à un tiers au Québec pour un montant là, de 3,3 millions de dollars. Donc, ce qu'on s'était rendu compte, c'est que la société au Panama, finalement, était contrôlée par les VIO, les clients de l'avocat fiscaliste. Et lui, le rôle de l'avocat fiscaliste dans ce dossier-là, c'est pas lui qui avait mis en place la société au Panama, c'est pas lui qui avait ouvert le compte de banque à l'étranger. Lui, son rôle avait été limité à uniquement s'occuper de la vente de la liste de clients. Donc, autant la vente à la société au Panama et autant la vente de la société au Panama à la société québécoise. Donc, évidemment, en faisant ça, la Cour arrive à la conclusion que les vendeurs, les VIO, ont éludé de l'impôt en procédant de cette façon-là. Et là, la question qui se pose dans notre dossier, c'est le fiscaliste, est-ce qu'il les a aidés ou est-ce qu'il a fait preuve d'aveuglement volontaire en participant à ce stratagème-là? C'est là qu'on voit comment est-ce que le tribunal réfléchit puis établit les grandes lignes de qu'est-ce qu'un professionnel doit faire pour être acquitté de ce type d'infraction-là. Donc ici, ce que la Cour dit, c'est que, je vais vous lire les paragraphes, là, mais ici, au paragraphe 196, ça vient dire que parce que ce que le comptable a fait, ce n'était pas un comptable, c'était Maître Courteau, c'était un avocat fiscaliste. Ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait signé une lettre d'opinion datée du 8 août 2007, donc avant les transactions, et qui était... le contenu de cette lettre-là était de dire que la société au Panama était tout à fait légitime. Donc, lui, la prétention du comptable, il n'était pas au courant c'était qui les actionnaires de cette société-là et avait vérifié auprès des VIO cette société-là si elle était légitime et ses clients l'avaient informé que la société était légitime. Et à ce moment-là, lui avait transmis une lettre d'opinion pour dire que la société était légitime parce que c'était les informations qu'il avait reçues de son client. Donc, ce que la Cour dit, c'est que le sens logique à donner à ce document-là est que le défendeur s'est assuré auprès des administrateurs et des actionnaires que les sociétés étaient légitimes. Donc, on voit qu'il y a eu un travail positif de fait par le fiscaliste
pour s'assurer qu'ils n'étaient pas embarqués là, dans quelque chose d'illégal. Le tribunal ajoute, bien sûr, le tribunal n'est pas dupe. La personne qui désire procéder ou aider à accomplir une des transactions illégitimes n'inscrirait pas dans un document le but réel de la transaction. Toutefois, le poursuivant ce poursuivant étant Revenu Québec, repose son argumentaire sur la théorie de l'aveuglement volontaire. Est-ce que, suivant l'ensemble de la preuve, le défendeur a préféré se fermer les yeux et ne pas s'informer de l'intention réelle des Villot, et plus particulièrement de celle de M. Claude Villot? Donc ici, il vient, puis je ne vais pas brûler le punch, là, mais dans ce dossier-là, le fiscaliste a été acquitté. Et au paragraphe 203, ce qui vient permettre d'acquitter le juge, ce qui permet au juge d'acquitter le fiscaliste, c'est de dire qu'il y a eu une preuve positive d'une démarche qui tendait à confirmer qu'il avait fait les vérifications nécessaires pour s'assurer qu'il ne participait pas à un stratagème qui visait à éluder de l'impôt. Donc, le tribunal, ce qu'il dit, c'est qu'il y avait d'autres professionnels qui étaient impliqués dans la transaction. Ce n'était pas une transaction qui était faite derrière des portes closes. La société étrangère qui avait été créée était connue dès le début par tous les professionnels impliqués dans les négociations, autant le professionnel qui représentait les vendeurs que celle qui représentait les acheteurs. Il y avait, les acheteurs étaient représentés par Pricewaterhouse qui n'ont pas questionné la légitimité de la société étrangère. On parle de la lettre d'opinion qui avait permis aux comptables, aux fiscalistes, avocats de valider que la transaction était légitime et que la société étrangère était légitime, qu'il n'y avait pas de preuve de connivence là, ou de connaissance entre le fiscaliste et son client, qu'il n'y avait pas de mobile à ce moment-là pour permettre de croire là, ou donner une raison pourquoi le fiscaliste aurait participé à une telle transaction. On n'avait pas de preuve que le fiscaliste ait mis de l'argent dans les poches en participant à cette transaction-là. Il n'y avait pas de preuve qu'il avait reçu un pourcentage des millions qui avaient été épargnés en impôts. Il n'y avait aucune preuve de ça. Et finalement, là, il n'y avait pas... Le fiscaliste n'avait pas été impliqué dans les instructions là, qui concernaient le paiement qui impliquait la société étrangère, là, puis des redevances qui étaient versées là, avec le compte au Luxembourg. Le fiscaliste n'était pas du tout impliqué là-dedans. Donc, c'est les Villot qui n'ont pas déclaré le revenu. Et ça, à ce moment-là, la Cour arrive que ces éléments-là, ou cette démarche positive du fiscaliste lui permet de faire en sorte de démontrer que, hors de tout doute, on ne peut pas prouver qu'il était impliqué dans le stratagème et dans qu'il y aurait dans l'infraction d'avoir éludé de l'impôt prévu là, dans les lois pénales. Ce qu'il faut savoir, par contre, c'est que malgré ça, c'est une décision qui a été portée en appel par Revenu Québec. Donc, il y aura une suite qui sera donnée à ce jugement-là. Donc, quand je vous dis que récemment, on constate que Revenu Québec est plus agressif dans les dossiers contre les professionnels, c'est que même si le professionnel a été acquitté en cours de première instance, le Revenu Québec décide de porter le jugement en appel parce qu'il veut avoir assurément une décision favorable qui pourrait lui permettre, là, un jugement favorable qui pourrait lui permettre d'attaquer d'autres professionnels impliqués là, dans des démarches fiscales qui permettent d'éluder de l'impôt ou qui permettraient à des clients là, de commettre des infractions fiscales. Fait que je ne veux pas vous faire peur ce matin, là, mais comme je dis, je pense qu'il faut être prudent dans nos relations avec les clients. Puis oui, il y a toujours des clients avec qui on a des bonnes relations, puis on se dit, on se connaît depuis 5 ans, depuis 10 ans, on va faire ça par écrit, puis là, c'est là qu'on tourne un peu les coins ronds. Mais je pense que pour se protéger, on est toujours mieux de documenter notre dossier, mettre des écrits, parce que s'il y a un litige qui éclate dans 5 ans, dans 10 ans, puis le client dit c'est lui qui m'avait dit ça, puis qu'on n'a pas documenté notre dossier, c'est là que ça va être plus difficile de se défendre. Je ne sais pas s'il y a des questions. Merci. Merci à tous pour votre écoute ce matin. Alors, on constate qu'on avait un bataillon contre nous, mais maintenant, on a l'armée contre nous. Alors, je tiens à te remercier, Olivier. C'était une conférence très, très enrichissante, je crois, pour clore notre saison de cette année.
J'en profite pour remercier évidemment les membres du comité. On a eu, je pense, une belle saison cette année. On essayait une nouveauté de faire des déjeuners. Je pense que ça fonctionne super bien. On a eu beaucoup de participants, évidemment en ligne, mais en présentiel, parce qu'au tout début, évidemment, il y avait la pandémie, mais on était une dizaine. Mais à chaque présentation qu'on fait, on frôle le 30 personnes. Alors, je pense qu'on a trouvé une formule gagnante. Évidemment, la qualité aussi des conférences, qu'on essaie d'être les plus à jour possible, et la qualité aussi des conférenciers là, qui nous permet de, je pense, enrichir nos connaissances et se tenir à jour tout le temps. Alors donc, je voudrais en dernier remercier évidemment encore Manuvie, qui est notre commanditaire, qui nous permet de réaliser ces déjeuners-conférences-là. Et c'était notre dernière conférence pour la saison. La saison prochaine est déjà, décidée, la majorité des conférences. Allez sur le site de l'APFF, vous allez voir, il y a des conférences, je pense, encore très intéressantes qui s'en viennent pour la prochaine année. La première sera en septembre. Comme c'est l'ouverture habituellement d'une saison, ce ne sera pas un matin, ça va être plus un cocktail. Donc, il va y avoir la conférence, puis ensuite, il va y avoir un genre de cocktail d'ouverture pour la prochaine saison 2024-2025. Alors, merci à tous de vous être déplacés. Puis, pour ceux qui ont en ligne, la même chose, de votre attention. Puis, la capsule, en fait, l'enregistrement va être disponible le 21 mai 2024. Alors, vous pourrez, de toute façon, je crois que vous recevez un courriel là-dessus, mais vous pourrez revenir. Et encore une fois, Olivier, merci vraiment de tout le détail et la présentation. C'était fort intéressant. Alors, à la saison prochaine, bon été à tous.